Merci d'être avec nous dans Entre les lignes. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. Un sujet à l'ordre du jour qui va prendre plusieurs aspects. Cette émission se veut pédagogique. Premier aspect, nous prendrons, c'est celui de la révision conditionnelle. Doit-on réviser la Constitution? Oui ou non? Quel préalable? Deuxièmement, changement conditionnel. Oui ou non? Comment? Pourquoi? Est-ce une violation de la Constitution? Et enfin, on va donner justement les pistes des solutions pour sortir de cette impasse. Étant donné qu'il y a deux courants majeurs qui s'opposent, celui du maintien et celui du changement ou de révision. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans cette émission une personne que vous connaissez, que vous suivez de temps en temps. Il revient à charge. Maître Oscar Moubiaï est avec nous tout récemment. Il a organisé une conférence sur l'état de droit. Bon, l'état de droit, c'est son ONG, sur la 4e République. Maître Oscar Moubiaï, d'abord bonjour et bienvenue dans Entre les lignes. Bonjour, monsieur journaliste, heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Vous avez organisé tout récemment une conférence pour nous rappeler quel était le thème et c'était quoi, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette conférence? Écoutez, le thème de cette conférence a été demain, la 4e République, la Constitution de 2006, donc l'actuelle du 18 février, entre le passé et l'avenir. Donc, nous vivons un moment historique depuis le discours du chef de l'État qui a annoncé engager des réformes institutionnelles qui doivent passer nécessairement soit par la révision de la Constitution, soit par son changement. Ça, c'est la commission qui le dira à l'issue de ses travaux. Moi, je considère tout simplement que le chef de l'État a eu le courage qu'il faut pour un grand homme. Et j'ai déjà indiqué que tous les pays qui se sont développés ont eu dans leur histoire leur grand homme qui a eu à avoir le courage de les engager sur des grandes réformes. Avec De Gaulle, on est entré à la 5e République qui a duré et qui est en train de connaître maintenant sa fin. De 58 jusqu'à ce jour, nous sommes en 5e République en France. Aux États-Unis, vous avez eu de Martin Luther, avec une grande réforme où il y a eu reconnaissance des droits des Noirs. Vous avez en Afrique du Sud Mandela qui a permis à mettre fin au système de l'apartheid. Le moment est venu pour notre nation qui est toujours en quête de son indépendance depuis son accession à sa souveraineté depuis le 30 juin. Quand je dis l'indépendance, nous avons eu l'indépendance formelle, mais on est toujours à la quête de notre souveraineté. Et je ne le dirai jamais assez, notre héros national a dit un jour, l'histoire sera écrite non plus à Sand City, mais au Congo. Le moment est donc venu pour notre grand homme, qui est M. Félix Tshisekedi, le président actuel, le seul capable, parce que pour engager des réformes, il faut avoir une grande légitimité et avoir un peuple avec soi qui vous accompagne dans les réformes. Parce que souvent les réformes sont incomprises. Aujourd'hui, le président de la République a une large majorité, une grande capacité de pouvoir engager les peuples congolais enfin sur la terre promise, et qui a été promise par nos pères d'indépendance. Je parlais de Patrice Emery Lumumba, le père de la démocratie Étienne Tshisekedi. Leur rêve, c'était faire du Congo un grand État au cœur de l'Afrique, un État de droit. C'est pour ça que j'ai mis en place l'ONG État des droits. Mais comment pouvons-nous arriver à réussir à tout ça? Il faudra récupérer notre souveraineté. Et récupérer la souveraineté voudrait dire nous débarrasser de tous les dictats extérieurs. Et voilà, cela passera par la 4e République
Parce que la Troisième République, c'est la continuité de l'ordre de l'AFDEL. Voilà pourquoi je prends la 4e République en tant que coordonnateur de l'État de droit en marche. Mais Oscar Moubiaï, vous avez dit tantôt, avant qu'on parle de notre premier aspect, la révision constitutionnelle. C'est ce qu'on a promis à nos téléspectateurs. Vous avez dit quelque chose qui a tiqué quand même ma curiosité. Vous avez dit le chef de l'État a une grande légitimité. Ça lui donne... Politique politicien. Or, l'économie, ça fait partie des réformes. Les réformes économiques. Donc, le monde étant en politique économique, sociologique et culturelle, voilà les 4 pôles. Je suis à l'aise d'aborder tous ces 4 pôles de par ma formation. Donc, je tire ça de quoi? Je tire ça de ma formation. Bon, c'est ce qu'on appelle couramment ici de l'expertise. Nous avons une expertise. Il est trop difficile de parler de soi, mais je n'aime pas des titres. Mais quelle science, quelle théorie du droit, quelle théorie de science, on veut avoir la précision. Pour la légitimité du chef de l'État. Pour cette légitimité qui vous donne comment dire, la latitude de changer la Constitution ou d'initier des réformes constitutionnelles. Ou si vous voulez parler de la théorie qui me conduit à affirmer la légitimité du chef de l'État, je vous réponds ce que j'ai répondu clairement. C'est la légitimité, ce n'est pas un mot français simplement. Parce qu'on peut dire ça en lingala, en tchilba, en swahili. Mais la légitimité, c'est un terme de droit institutionnel. Non, vous ne comprenez pas très bien ma question, M. Oscar Moubiaï. En quoi la légitimité donne le pouvoir au chef d'initier des réformes ou le changement de la Constitution? Ah ouais, donc vous m'avez d'abord demandé s'il en avait la légitimité. Comment moi j'ai pas de légitimité? Non, non, non. Alors, il a la légitimité, il a été élu par plus de 70% des candidats. Voilà. Attention, avoir été élu, deux notions à distinguer. C'est la légalité et la légitimité. On peut avoir été élu sans avoir la légitimité. Et d'ailleurs, la Constitution ici a fait de sorte que le président ne puisse pas avoir une grande légitimité. Nous allons parler de ça quand on va critiquer la révision anticonstitutionnelle de 2011. Donc on peut être élu. Quand on est élu, on est dans la légalité. Le fait qu'on a accédé au pouvoir par les modes prévus par la Constitution. Les modes démocratiques. Parce qu'il y a aussi des modes antidémocratiques qui sont révolution, coup d'État. Ça, c'est le mode antidémocratique d'accès au pouvoir. Depuis le 18 février 2006, on a levé l'option que désormais l'accès au pouvoir soit le seul mode, afin que les élections soient le seul mode d'accès au pouvoir. Le mode ancien, c'était pour marquer la rupture avec le passé. Le passé, c'était les coups d'État comme Mobutu, comme Joseph Kabila. Et donc, maintenant, les élections permettent la légalité. Première lecture, ça voudrait dire qu'on est devenu président par le mode prévu par la Constitution. En même temps, l'élection, par rapport au nombre de voix par lesquelles on a été élu, ça permet de quantifier la légitimité, parce que la légitimité, c'est cette adéquation, c'est cette relation entre les dirigeants au pouvoir et son peuple. Parce qu'on peut avoir été élu à 50%, on va dire qu'on n'a pas assez de légitimité. Donc, c'est pour ça que quand vous me dites que le président actuel avait été élu à 73%, c'est ce que j'étais en train de dire, il remplit et la légalité et la légitimité. Waka, je pense que j'ai éclairé cette question. Maintenant, votre deuxième question était
de savoir qu'est-ce que, même s'il a été élu, qu'est-ce qui l'habiliterait à initier la révision de la Constitution. Le changement, pas la révision. Ou son changement. Oui. Bon, très bien. Ce qui l'habiliterait, c'est de par ses fonctions qui lui permettent de pouvoir engager des réformes. Parce que la révision constitutionnelle, comme les changements constitutionnels, on appelle ça réforme institutionnelle. Et les réformes institutionnelles sont engagées soit par l'initiative parlementaire, soit par l'initiative populaire, soit par l'initiative de l'exécutif. Et dans les cas sous examen, c'est par l'initiative du chef de l'État, les seuls incarnent le symbole de la nation, parce que quand vous parlez des réformes constitutionnelles ou institutionnelles, ça repose la question de notre vivre ensemble. C'est pour ça l'article 69, l'on dit que le président est le symbole de l'unité nationale. Nous pouvons nous interroger, est-ce que notre République repose encore sur notre unité nationale? Jaurès disait, la République c'est la confiance. Est-ce qu'avons-nous encore confiance en nos institutions? Est-ce que le peuple congolais croit encore? Est-ce que nos institutions fonctionnent bien? C'est ce que l'on dit, que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, par rapport à votre question, je vous dis, il est le seul. C'est pour ça qu'il est élu au suffrage universel. Et donc, il est le seul habilité à engager des réformes institutionnelles. Et quand il a été élu, et il avait eu le courage, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de courage. M. Tshisekedi avait eu le courage d'annoncer dans sa campagne que s'il sera élu, il va initier des réformes par rapport à la Constitution. Il l'avait dit. Et donc, je suis étonné que l'on lui prête l'intention de dire qu'il change maintenant, pourquoi pas au premier mandat, il changerait maintenant pour se maintenir au pouvoir, alors qu'il a été élu sur base de cette promesse de campagne pour dire, moi au pouvoir, je changerai la Constitution ou je réviserai la Constitution. Et ça, cette réforme, cette promesse est même portée par son parti politique. Certains semblent dire qu'il aurait un certain testament familial parce que son père avait dit non. Quand vous parlez de la relation entre M. Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi, leur filiation est de l'ordre politique. Oui. Et donc, vous savez que le parti politique UDPS avait dit qu'il votait non à cette constitution et que si un jour l'on sera au pouvoir, nous changerons cette constitution. Ça n'a pas été caché, ça a été dit. Vous avez au moins un seul parti politique qui date de longtemps, qui a de programmes clairs et nets pour notre pays. Donc, quand vous me demandez, je crois que je vous ai répondu, c'est sur l'ensemble de ça que le chef de l'État entend envisager soit la révision, soit les changements. Mais nous, en tant qu'État de droit en marche, nous préconisons, pas de maintenant, nous préconisons le changement de la Constitution pour quitter de la 3e à la 4e. C'est pour ça, avec votre cher Bossembe, on avait toujours eu à nous appeler les géniteurs de la 4e République. Et nous en sommes fiers d'avoir attendu longtemps pour qu'aujourd'hui, les moments soient venus afin que l'on aborde froidement des questions de changement de la Constitution. Maître Oscar Moubiaï, l'opposition, une frange de l'opposition dit que on ne peut ni réviser ni changer. Parlons de la révision. L'article 219 donne les modalités qui permettent justement, les circonstances qui permettent à ce qu'on puisse changer la Constitution, qui empêche justement. Je peux lire cet article, permettez que je lise. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
les opposants disent qu'on est pendant l'état de siège. Même si on levait l'état de siège, l'RDC est agressé, donc nous sommes pendant l'état de guerre. On ne peut pas, même pas penser réviser la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, très bien. Bon, déjà, là où il y a difficulté, c'est que moi, je ne parle pas de révision. Je parle du changement. Oui. Il faut que des débats soient posés. Oui. Vous êtes pour ou contre la question des révisions ou la question du changement? Moi, depuis toujours, je suis constant. Je ne suis pas de ceux-là qui disent une chose le matin, l'autre le soir. Donc, je n'ai pour dire ce que l'on disait à Ségolène Royal par ses détractrices, c'est-à-dire qu'il changeait de jupe. Et donc, moi, je ne change pas de costume. J'ai le même costume, changement de la conscience, changement. On va en parler. Révision constitutionnelle, ce n'est pas un débat. Mais, puisque on veut ce débat-là, quel est l'argumentaire? Vous venez de me lire l'article 219, Oui. qui impose des limites à la révision constitutionnelle. Très bien. Pourquoi l'article 219 impose des limites? Pour qu'on se comprenne très bien. On doit dégager la différence entre changement de la Constitution et révision de la Constitution. Pour établir cette différence, il y a deux types de pouvoirs qu'il faut distinguer. Et c'est ça ce qu'il faut enseigner à nos enfants qui sont très perturbés actuellement en droit constitutionnel quand ils étudient leurs cours de droit constitutionnel. Bon, on parle, j'ai dit perturbés parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. La science, il faut admettre que c'est ce qui est universellement admis. On ne peut pas être en science avec les humeurs. Quand on dit, pour qu'on arrive à l'eau, il faut la formule H2O, ben, quand on dit 1 plus 1 est égal à 2, je ne pense pas qu'on peut encore engager des débats sur des réalités universellement admises, à moins qu'on invente sa roue. En dehors de ça. Donc, nos enfants maintenant sont... On peut diverger politiquement, mais on ne peut pas diverger scientifiquement. Mais au Congo, je constate malheureusement que même les scientifiques sont très divisés sur des choses qui ont déjà été de manière définitive et universelle admises. C'est ça la science. Que tu sois au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, on dit la même chose à la même heure. Donc, il y a deux types de pouvoirs. Pouvoir originaire, qu'on appelle pouvoir constituant originaire. C'est le pouvoir qui est mis en place pour élaborer pour la première fois la nouvelle constitution ou rédiger la nouvelle constitution. Pour prendre le cas comme le cas de notre constitution de la Troisième République, l'on dirait, parce que là il y a encore polémique, l'on pourra dire que c'est le Sénat qui avait rédigé pour la première fois la Constitution de la Troisième République. Sénat entre guillemets parce que vous connaissez la polémique qu'il y a que cette Constitution n'a pas été rédigée par les Congolais, ni pour les Congolais, encore moins sur le sol congolais. Bon, pour la compréhension des choses, ce débat pourra revenir après, c'est que, admettons que le Sénat qui avait été mis en place, c'est ça ce que l'on appelle pouvoir constituant originaire. Quel est les critères essentiels de ce pouvoir? On dit que c'est un pouvoir illimité. Ça veut dire que personne ne peut limiter ce pouvoir. Il peut tout faire. Comme Abbé Sieyès disait, par rapport aux tiers États, qu'est-ce que le tiers État? Il est tout. Ça veut dire que personne ne peut les limiter. C'est pour ça qu'on dit que c'est le peuple. C'est pour ça qu'on dit que le peuple est souverain. Donc le pouvoir conscient originaire, c'est le peuple lui-même qui n'a pas de limite. Il élabore la Constitution comme on l'a fait avec la Troisième République. Il met maintenant en place un pouvoir de révision qu'on appelle le pouvoir dérivé, qui est là non pas pour changer la Constitution, mais que pour la réviser.
Réviser, ça voudrait dire, on garde la même constitution de la Troisième République, on bouge quelques dispositions, quelques articles, 2, 3, 4. En 2011, on en a changé 8. Le tenant du pouvoir, les leaders actuels de sursaut national avaient proposé 34 à la révision. D'autres, on a proposé 10, comme les prélats, à moins d'une semaine de l'existence de la Constitution, avaient proposé déjà sa révision. Vous comprenez que tout le monde avait proposé la révision de la Constitution, et quand on fait la sommation des articles à réviser, vous arrivez presque à la moitié des articles. À ce moment-là, on peut se demander que reste-t-il de cette Constitution. Toujours est-il que le pouvoir des révisions, on l'appelle pouvoir dérivé, qui a le pouvoir de réviser la Constitution, et le pouvoir dérivé a les critères essentiels qu'il est pouvoir limité. Il est limité par l'article, vous venez de lire, l'article 219. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà de limites qui lui sont imposées par les constituants ordinaires. Voilà un peu la réponse que je peux vous donner par rapport aux limites pour la révision. Maintenant, les limites, c'est quoi? État de siège, état de guerre. Intérim, tout ça. État de siège, c'est... Ça a été proclamé par le chef de l'État. Il en a le pouvoir et compétences de lever. Et cette question-là, c'était une question de non-sens, parce que le président de la République, qui peut le plus, peut le moins, le président de la République lui-même qui a placé l'état de siège, personne ne l'a obligé. C'est la Constitution qui lui en donne le pouvoir. Peut maintenant décider, pour les objectifs à atteindre, peut arriver à bouger, à dire que j'élève l'état de siège. Ok? Personne ne va les lui empêcher. Ça, il use de ses prérogatives constitutionnelles. Il lève l'état de siège, donc il fait sauter le verrou. Général de Gaulle, pour permettre que la Constitution soit rédigée, élaborée, consort, il a contourné l'article 89 de la Constitution française pour s'appuyer sur l'article 11. C'était pour empêcher que ça ne puisse pas passer comme ça passe par là. Quand vous prenez l'article 218 de notre Constitution, on dit que la révision peut passer soit par voie de référendum, soit par le Parlement réuni en congrès. C'est ce qu'on appelle le mode simplifié. Mais les choix là, qui a le choix de le faire? C'est le président lui-même. Maintenant on va dire, mais c'est la fraude constitutionnelle. Mais la Constitution, c'est hautement la politique. Maintenant, si vous ne voulez pas de la politique, alors à ce moment-là, allez au paradis, parce qu'au paradis, il n'y a pas de la politique. Mais quand on fait la politique, on fait les choix. C'est quoi l'état? Donc faire la politique, c'est faire les choix. Pour vous, c'est quoi l'état de guerre? Bon, l'état de guerre, c'est prévu dans la Constitution. Donc, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes agressés. Faire la guerre, c'est quand il y a déclaration de guerre. Et la déclaration de guerre, je crois que c'est prévu dans la Constitution, article 85. C'est l'état d'urgence. Nous en avons connu, le président avait déclaré l'état d'urgence. Et nous avons vu, pendant la période de Covid, nous avons vu des politiciens en costume venir dire que cette déclaration était anticonstitutionnelle. Bon, ça c'est quand on a lu la Constitution de manière littérale, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Celui qui l'avait dit, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, du Sénat, monsieur Alexis, et que vous avez eu Madame Mabunda qui avait refusé de faire ce que la Constitution lui exigeait. Personne n'a parlé de la violation intentionnelle de la Constitution par les couples parlementaires. On en parlera. Bon, toujours est-il qu'ils avaient accusé le chef de l'État d'avoir violé la Constitution à tort. Ça, c'est la mauvaise rédaction de la Constitution. Je crois qu'on en parlera quand on va aborder votre question liée, où on dit que ce sont des hommes qui sont incompétents, mais les textes sont bons. Non, je vais vous démontrer, les textes ne sont pas bons. Je crois qu'on va aborder ça. Je crois par rapport à votre question, c'est que quand vous prenez l'article 85, c'est l'état d'urgence, l'article 86, état de siège. Je crois que l'article qui vient après, c'est la déclaration de la guerre. Donc, à ma connaissance, le chef de l'État n'a jamais fait une déclaration de la guerre. Et quand nous sommes juristes, nous ne pouvons pas parler des choses comme les sociologues.
Malheureusement, vous prenez comme expert en droit institutionnel, vous prenez un sociologue qui vous parle depuis Liège, sans être juriste. Non, un juriste, on est lié au texte. Un sociologue n'est pas lié au texte. Il dit n'importe quoi. Donc, quand vous prenez, pour dire qu'il y a guerre, il faut une déclaration de guerre. Mais on a suivi Vital Kamerhe, on a suivi aussi Jean-Pierre Bemba, à qui Bemba particulièrement a posé la question de savoir quel est votre avis par rapport à ce débat. Lui, il a dit, la révision constitutionnelle est prévue par la Constitution. On lui a posé la question de savoir, mais Kabouya parle du changement. Il dit non, allez poser la question à Kabouya. Moi, je sais que la Constitution prévoit la révision constitutionnelle. Monsieur Vital Kamerhe également, qu'on a suivi à l'issue d'une audience avec le président de la République, il a parlé également que de la révision constitutionnelle. Pendant que le parti du pouvoir, l'UDPS, fait des communiqués, sensibilise pour le changement de la Constitution. Est-ce que ce sont deux visions opposées? Très opposées. Je viens de vous faire la différence entre la révision et les changements. Bon, maintenant vous me dites, mais Jean-Pierre Bemba a dit, ben, déjà, un, il n'est pas juriste. Deux, c'est son point de vue. Et nous sommes en démocratie, c'est pour ça qu'il y a des débats de bâton. Maintenant, ça ne met pas en mal cette cohésion autour du chef de l'État. Moi, je ne suis pas politicien, cher ami. Moi, je suis une ONG qui veut que le pays change. C'est pour ça que j'ai renoncé à tout ce que j'étais en train de faire en France pour venir ici, plus de 20 ans après, donner ma voix par rapport à l'avenir de mon pays. Vous êtes venu pour prêcher les changements de la Constitution? Oui, monsieur. Vous avez quitté l'Europe pour venir prêcher le changement? Oui, monsieur. Maintenant, quand vous dites que pour prêcher le changement de la Constitution, c'est réductif. Comment ça? Parce qu'on peut comprendre que c'est la politique politicienne. Mais beaucoup plus, ce qui est noble, c'est de prêcher que non, mon pays se développe. Que mon pays soit respecté au concert des nations. Ça passe par la société civile. C'est pour ça, avec mon ONG, j'ai dit, pas un pas sans peuple. Parce que les politiciens, ils nous prêchent le bonheur pour le demain, qu'ils vivent eux aujourd'hui. Donc, pour que le peuple soit un peuple qui opère les choix, il faut faire appel à ces élites qui ne sont pas là pour commencer à travertir la vérité scientifique et à affirmer des choses par rapport à leur instinct politique. Bahati disait... Donc, vous me permettez de répondre à votre question. Oui. Donc, je disais que M. Jean-Pierre Bemba comme M. Kamerhe ne sont pas juristes. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est leur point de vue, c'est pour ça que nous sommes en démocratie. Mais maintenant, du point de vue scientifique, je trouve que ça, c'est malheureusement, c'est que la doctrine scientifique congolaise enseigne, tout le monde répète, et on a même induit celui qui se prétend le premier opposant, mais qui s'est dit président élu, on l'a même induit en erreur, à force de lui répéter, lui non plus, à sa décharge, il n'est pas juriste, mais quand vous êtes un grand opposant, vous devez être bien entouré, parce que vous êtes un futur président, et vous devez avoir des fiches. Vous ne pouvez pas scientifiquement dire des sottises. Là, excusez-moi de dire qu'ils ont dit des sottises. C'est Martin Fayulu qui a dit des sottises, c'est ça? Oui, bien sûr, parce qu'il a entendu une doctrine qui prêche que le mot changement n'est pas inscrit dans la Constitution. Bon, déjà, qu'est-ce qu'ils appellent Constitution? Moi, je n'appelle pas Constitution que les documents que vous avez en main. Moi, quand je parle de Constitution, je parle de ce que l'on appelle bloc de constitutionnalité. En bloc de constitutionnalité, il y a beaucoup de textes. Ça veut dire qu'il y a d'autres textes constitutionnels qui ne sont pas nécessairement la Constitution que vous avez en main. Et puis en même temps, je fais une analyse de... Vous savez, quand vous parlez d'un régime politique, ce n'est pas ce qui est rédigé dans le papier. C'est par le jeu politique qu'on parle d'un régime politique. Donc vous devez avoir le fonctionnement institutionnel. Vous devez avoir l'histoire des institutions politiques. L'analyse de tout ça vous conduit à émettre un point de vue. Et donc, malheureusement, c'est monsieur l'opposant congolais qui s'exprime à l'étranger, dans la salle où j'ai toujours voulu, pour aller les démentir, faire aussi les points de presse.
c'est la salle de presse en Belgique. C'est un péché ou ça? Non, c'est pas ça. Ça voudrait dire de la Constitution. Non, ça voudrait dire quoi? Moi, je n'entends pas. Problème. Je ne veux pas entrer dans ça. Tout simplement, ce qui est essentiel, c'est qu'il a dit, c'est qu'il a entendu que on lui a mis dans la bouche par des scientifiques pas honnêtes. Ils ont dit quoi? Que le mot changement n'est pas dans la Constitution. Très bien. Je vous donne maintenant l'exemple précis et clair et je le mets au défi. C'est pour ça que j'appelle au débat pour l'intérêt de la nation, que les gens qui ont amassé l'argent sur les dos du peuple au pouvoir invitent les gens soit dans leur grand salon, sur leur jardin, soit ils passent dans les médias où ils donnent l'argent, où on leur déroule les tapis rouges et en train de montrer pendant que le peuple souffre et qui disent que le peuple souffre, ils ne se gênent pas soit de nous montrer comment ils arrivent dans leur grande voiture. Là n'est pas un problème, c'est un problème d'éthique. Vous savez qu'il y a un grand philosophe qui avait dit qu'il y a de la honte d'être riche parmi les pauvres. Si on étale la richesse sans se gêner, c'est un état de mentalité que j'estime de manque d'éthique de nos politiciens. Bon, maintenant, ces scientifiques-là ont dit quoi? Ils ont dit qu'on ne peut parler de les changements de la Constitution n'est pas inscrit dans la Constitution. Alors je le mets à défi. Quand il faut que le gouvernement entre en fonction, le Premier ministre doit présenter le programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale pour être investi. N'est-ce pas? Lisez-moi dans la Constitution, c'est quel article? On va vous dire tel article peut-être. Mais vous savez que c'est une pratique constitutionnelle. Ça voudrait dire quand vous prenez, parce que nous avons copié, j'ai dit bien copié. Notre Constitution c'est copie-coller de la Constitution française. Celui qui en doute peut venir discuter avec moi. Maintenant, quand on vous dit que ce n'est pas la petite sœur de la Constitution française, là on raconte ce que l'on veut. Copie-coller. Copie. Je peux te prendre l'article tel, comparé à tel article, c'est on a copié point, virgule, tout ça. Copier-coller. Donc on a fait le plagiat. Oui, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Et c'est ce qui tue l'Afrique. On veut imiter. En voulant imiter, on devient un singe parce qu'on singe. Nous devons arrêter d'être singes. Qui est à la base de ce plagiat? Ben, les rédacteurs, les grands scientifiques vous disent nous sommes auteurs des textes. Je vais vous démontrer plus loin. Donc mon propos était de dire que tout n'est pas inscrit dans la Constitution. Oui. Et je vais vous démontrer notre exemple. Tout le monde est content depuis hier quand le chef d'État s'est adressé à la nation. Mais cette pratique... Tout le monde est content? Attention. Non. Attention. On ne critique pas le fait, je ne dis pas tout le monde est content du discours du chef de l'État, sinon on ne serait pas en démocratie. Ouais. Mais cette pratique qu'un président de la République s'adresse à la nation, ça n'a pas été toujours une pratique constitutionnelle. Aux États-Unis, le président fait le discours de l'Union. Mais en France, où on a copié ça, il y avait interdiction. Le président ne pouvait pas s'adresser au peuple par voie du Parlement réuni en congrès. Non, c'était interdit. Ça n'a été admis qu'en 2008, précisément avec la réforme institutionnelle par Sarkozy, lors de la révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, cette réforme n'est passée qu'avec une seule voix de M. Jacques Lang. Pourquoi? Parce que les Français ayant tué les rois, ils ont considéré que le président ne doit pas se considérer un roi pour s'adresser au peuple tout en étant sur les perchoirs et là-bas. Ça passait comme si il se croyait au-dessus de la population. Donc ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, les policiers avaient pour consigne de pouvoir interpeller, arrêter, menotter le président de la République quand on le voit tenter de pénétrer l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc pour vous dire que ça n'avait jamais été prévu. Et donc, vous comprenez que les institutions bougent et changent. Et il n'y a qu'au Congo, on va dire qu'on ne peut pas bouger et changer. Mais si vous êtes un politicien... C'est quoi les mécanismes justement? Bon, les mécanismes, je vais vous les démontrer. Si vous voulez que je vous démontre tout de suite. Allez-y. Comme ça, vous avez prévu ça vers la fin dans votre canevas de questions. Mais si vous voulez maintenant, on ne peut pas prévoir le changement dans la Constitution parce que les changements dans la Constitution ne prévoient que les pouvoirs qui révisent
Vous comprenez? Tout en gardant l'esprit de la même constitution. Or, le changement, n'est-ce pas? On ne révise pas, on change, ça veut dire on laisse la constitution de la 3e République pour entrer dans la 4e. Maintenant, les mécanismes, il est lesquels? Pour ceux qui vous ont dit, parce qu'en dehors de dire le mot changement n'est pas là, d'autres vous ont dit que le changement ne peut exister que par coup d'État ou non. Révolution, rébellion. J'ai déjà répondu à cette question. Quand vous avez la France elle-même, chez qui on a copié, on a quitté de la 4e à la 5e République. Aujourd'hui, la France est en train de parler de la 6e République. Il n'y a pas eu coup d'État. La France est en 6e République déjà. Prône la 6e République comme nous prenons la 4e. La France aujourd'hui est en train de prôner l'entrée de 6e République. Donc ils veulent leur changement de constitution pour entrer en 6e République. Mais pauvre Bob Kabamba a dit qu'en 58, De Gaulle a opéré un coup d'État. Mais je vous avais dit que c'est de son point de vue d'un politologue ou d'un sociologue. Mais du point de vue de droit, c'est non. Parce que De Gaulle, quand il est rappelé par, je crois, le président Coty, pour venir, lui qui s'était mis en retraite, pour venir devenir Premier ministre, il est revenu, il a posé des conditions qu'il soit habilité par le Parlement à changer la Constitution. Il y a eu ce qu'on appelle la loi d'habilitation. Donc vous me demandez comment on va changer ici. Il n'y aura pas le coup d'État. Non. Déjà, moi je ne prends pas le changement de la Constitution en m'appuyant sur l'article 218. 218 parle des révisions. Moi je prends le changement de la Constitution en m'appuyant sur l'article 5. L'article 5 dit quoi? On va lire un peu. Hein, mais... Vous avez 3 fois on parle de référendum dans la Constitution. À l'article 5, à l'article 218 et à l'article qui parle de session des notaires avec le fameux article 217. Voilà les 3 endroits où on parle du référendum. L'article 5. Pour aller plus vite, le peuple exerce le pouvoir soit par... La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Bon, on s'arrête là. Donc le peuple peut exercer son pouvoir directement par voie de référendum. Voilà. Donc exerçant son pouvoir par voie de référendum, la Constitution, le changement de la Constitution sera soumis au peuple. Est-ce que vous vous contredisez? Comment ça? Vous contredisez pas, mais allez-y, comment? Parce que vous dites que le changement n'est pas constitutionnel. Mais vous moi, je n'ai pas dit que le changement n'est pas constitutionnel. Non, ça c'est grave. Moi, j'ai dit les opposants, les non au changement, disent que le mot changement n'est pas prévu dans la Constitution. Donc, ils auraient bien voulu le vocable changement soit dedans. C'est là que j'étais en train de vous démontrer que pour que ce soit constitutionnel, il ne faut pas seulement qu'on le dise express verbis dans la Constitution. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi il ne faut pas qu'on le dise puisque révision le dit, expressis verbis? Mais la Constitution est faite pour durer dans le temps. Donc on ne peut pas commencer à dire nous faisons une Constitution pour la changer demain. Ce qui entraîne le changement de la Constitution, ce n'est pas les mots qu'on a dit il faut changer, mais on a dit ceci. Voilà. La société est dynamique. En tenant compte des valeurs du moment, on est proportionnel. La proportionnelle a pour résultat de favoriser les petits partis politiques. C'est pour ça que vous avez les AAA, BBB avec leur autorité morale. Conséquence de ça sur le fonctionnement institutionnel, c'est qu'il y a émiettement de voix. Et quand on avait fait ça, c'était pour permettre à M. Kabila de ne pas être battu par l'opposition. De sorte que maintenant, vous avez personne comme parti politique ou groupement politique qui puisse avoir la majorité. Conséquence, quand vous prenez maintenant votre article 91 ou 90 qui vous dit, non, c'est l'article 78, qui dit que le Premier ministre est issu de la majorité, ok, parlementaire. C'était inutile de le dire. On ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas le dire? Il faut qu'il me demande que le mot tout soit écrit. On ne le dit pas par rapport aux principes qui sous-tendent les institutions. Il y a un principe qu'on appelle l'effet majoritaire. Ça voudrait dire quoi? C'est comme les droits naturels. Ça ne sert à rien que vous, papa, vous puissiez dire le père doit aimer son enfant. Ça, c'est quelle loi? On sait que naturellement,
qu'on l'ait dit, qu'on ne l'ait pas dit, les pères aiment. Donc, par fait majoritaire, le président de la République, en apparence, on croit qu'il a un pouvoir discrétionnaire de nommer un premier ministre, mais non, ce pouvoir n'est pas illimité. Il est guidé par ce qu'on appelle l'effet majoritaire. Ça voudrait dire que le président de la République n'a pas les mains libres de nommer un premier ministre, il tient compte de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Or, avec la AABBB, aucun parti ne peut avoir la majorité. C'est ce que M. Kabouya vous dit, et il a raison, 1, de parler du changement, 2, de vous dire que en tant que formateur, il lui a été difficile de former le gouvernement parce qu'il lui fallait identifier la majorité, à défaut, identifier la coalition. Alors, pour le pays des vieilles démocraties, ils ont des partis qui ont des grandes idéologies. Ils n'arrivent au gouvernement que si, en tant qu'écologiste, ils voient que dans votre programme, vous avez mis protection de l'environnement. Mais chez nous, nous sommes des partis sans idéologie. Nous sommes des partis que le professeur Avril appelle « attrape tout ». Ils viennent non pas pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans le programme du pays, mais ils viennent pour dire « moi j'ai combien de postes ». Vous comprenez que cela pose problème. En dehors de cela pose problème, vous avez une disposition inutile qui vous dit la formation du gouvernement doit tenir compte de la représentation nationale. Ça veut dire on regarde où sont les gens de Maniema. Non, ce n'est pas ça la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire représentation nationale? Vous avez compris, tout mis ensemble, ça entraîne les dysfonctionnements de nos institutions. Et donc les valeurs actuelles, on peut se demander, et cela va dans le bon sens. Les valeurs actuelles, on peut se demander, vous avez l'instabilité institutionnelle avec ce que le chef de l'État dit, avec les gouvernements provinciaux, par des motions de censure. Ça ne fonctionne pas. Et par rapport à notre forme de l'État, il y a eu la révision de l'article 198 actuel qui dit que le président de la République peut révoquer 198 vers la fin. Le président de la République peut révoquer un gouverneur en cas de crise persistante. C'est quoi la crise persistante? Que les gens se tuent. Donc, vous comprenez, une constitution ne peut pas avoir des mots vagues. Alors, donc, à partir de là, nos valeurs, ça ne convient plus. Je vous donne un exemple simple. L'article 163 et 164 de la Constitution. Vous pouvez les lire. 163, Maître Moubiaï, on va chuter. La Cour constitutionnelle et les juges. Voilà, 163. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre. Ok, on s'arrête là. La Cour constitutionnelle est juge du Premier ministre. Et du président. Nous avons connu une crise. On a dit que la Cour s'est déclarée incompétente parce qu'elle ne peut pas juger. Il semble qu'il y a eu un revirement. Mais parce que heureusement qu'il y a eu le revirement avec M. Kamouleta. Mais on a déjà connu ça. Vous vous dites, ça c'est un exemple pour vous répondre à votre question, que il n'y a pas que les hommes qui sont mauvais, il y a les textes qui sont mauvais. Bahati dit que ce ne sont pas les hommes. Non, mais ce n'est pas un problème de Bahati. Bahati, encore une fois, n'est pas juriste. Je vous dis, vous êtes sûr. Pourquoi vous êtes comme à l'église, vous vous reposez sur des paroles des gens? On examine les textes, on n'examine pas les paroles des gens. Nous avons connu les voleurs de la République dans ce pays. Et vous êtes en train de dire, mais tu sais qu'elle dit, il a eu beaucoup de ses amis qui détournent l'argent, il n'y a rien. Bon, au moins l'avantage, c'est que depuis Tshisekedi, on sait voir qui a détourné. Vous croyez que depuis Mobutu, il n'y avait pas de gens qui détournaient. Ou depuis Kabila. On a parlé de l'argent de la SNL. Vous avez vu le procès. Le détournement de 20 millions de la SNL. Aujourd'hui, Tshisekedi prôné la transparence dans la gestion de la chose publique. Maintenant, les textes que nous avons, ça fait défaut parce que quand on interpelle un ancien Premier ministre, présumé voleur de la République, on vous répond que les textes ne prévoient pas qu'il y ait poursuite d'un ancien Premier ministre. Vous l'avez entendu par vos fameux docteurs qui prêchent dans les états-majors et qui vous disent qu'ils ont bien étudié, ils sont des docteurs en droit. À l'occasion de... Non, mais ça, c'est l'interprétation. Nous nous sommes battus pour qu'on arrive à dire qu'on avait mal interprété. Mais vos docteurs actuels, qui sont avocats des présumés voleurs de la République, je vais citer, c'est M. Laurent Onyemba,
qui vous dit que les textes sont bons, mais c'est les hommes qui sont incompétents. Il a dit que l'article 100, l'ancien Premier ministre n'avait pas, il y a aussi Nabirungu qui dit avoir rédigé ça. Ils ont dit que l'ancien Premier ministre n'a pas de juge. Donc, conséquence, par rapport à cette constitution, l'on dit que l'objectif de la constitution, c'était quoi? Lutter contre l'impunité. Mais si vous luttez contre l'impunité, vous mettez des textes sans qu'il y ait le juge. Ça, c'est quel texte? Ce sont des textes malades. Et je vais finir peut-être par là, parce que vous me posez des bonnes questions. Je n'ai pas le temps de les vider. Évidemment, la presse, vous courez aussi derrière, non seulement le temps, mais la communication coûte cher. Bon, très bien. Vous prenez juste, j'ai fini par là, pour vous montrer comment les textes sont malades. Et quand le chef de l'État s'en plaint, il a raison. Lui, son rôle, c'est quoi? De dire, et il vous l'a dit, même ma famille, si quelqu'un vient pour voler, pour faire le trafic de finance, arrêtez-le. Donc, vous avez vu qu'il a livré même ses plus proches. C'était la première dans ce pays de voir un directeur du cabinet du président de la République qui admet d'être jugé. Et ça, c'est aussi à l'honneur de M. Kamere, qui a admis en toute simplicité de se prêter devant les juges. Ça demande le courage. Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les invite pour venir devant les juges. On voit devant les gens de son ethnie qui viennent dire qu'ils l'empêchent d'aller répondre à la justice. C'est la rébellion. Et donc, je vais vous démontrer que par rapport à Nabirungu et consort, j'ai fini par là. Donc, le chef d'État traduit les gens. Il dit, arrêtez-les. Maintenant, vous avez les handicaps des textes. Vous prenez l'article 161 de la Constitution. Je le résume rapidement. Vous avez la Cour constitutionnelle qui a dit qu'elle était incompétente. Conséquence, où est-ce qu'il faut aller? On est allé devant la Cour de cassation, qui s'est déclarée incompétente. Quand les deux juges se déclarent incompétents, où est-ce qu'on va tourner pour poursuivre un voleur de la République? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme on ne peut pas dire qu'il y a déni de la justice, il faut qu'il y ait un autre juge qu'on appelle tribunal de conflit pour dire de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation qui est le juge compétent. Ce tribunal-là tranche les conflits de compétences et désigne les juges compétents. Mais dans cette fameuse constitution, parce que bon, elle nous régit encore, nous y avons du respect, mais l'inconvénient de cette constitution, c'est qu'à l'article 161, on a fait de la Cour constitutionnelle juge de conflit pour déterminer qui est compétent. Sauf qu'on n'a pas prévu la compétence à la Cour constitutionnelle de départager les juges de l'ordre administratif et les juges de l'ordre judiciaire en cas de conflit. On n'a pas prévu de trancher le conflit entre la Cour constitutionnelle elle-même et la Cour de cassation, parce qu'il y a eu un conflit entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas prévu. Nous avons connu le conflit entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit une chose, le Conseil d'État en dit une autre. L'article 161 ne prévoit pas ce conflit. Et donc, nous devons adapter cette constitution à nos lois pour qu'elle réponde à encadrer le fonctionnement de la société. Maintenant, on dit, souffrez d'une seconde, maintenant on vous dit que les articles-là n'appellent pas changement, mais appellent révision. Et on va vous parler de l'article 217. Je n'ai plus le temps, mais cet article 217, ceux qui le lisent, comme j'en ai entendu certains, ils le lisent de manière isolée. Pour le comprendre et comprendre ce que le chef de l'État dit, il faut associer l'article 217 à l'article 9. L'article 9 parle de la souveraineté comme étant en confusion avec territoire. Et 217 dit on peut vendre les territoires. Bon, alors, quand vous avez combiné tous ces textes malades, qu'est-ce qui reste de la Constitution? Il faut la changer. Et le changement, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à M. Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche, géniteur de la 4e République. La matière est tellement abondante, vous avez certainement compris. M. Oscar Moubiaï est en train donc de sortir beaucoup de matière. Ça n'est pas fini. Je crois que chaque fois que nous le recevons, beaucoup de gens apprennent et nous appellent pour nous témoigner qu'ils apprennent nécessairement. N'oubliez pas que j'appelle les contradicteurs à venir au débat. Alors, il appelle également les contradicteurs, les gens qui ne partagent pas
ses arguments, de venir justement débattre avec lui pour que justement jaillisse la lumière. Merci beaucoup pour cet exercice, Maître Moubiaï. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de par le monde, tous ceux qui aiment cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve donc prochainement avec d'autres invités pour d'autres émissions. Portez-vous bien.